Marines se sont levés d'un seul coup. Les chaises ont grincé sur le parquet de la salle de réception. Les conversations se sont interrompues net. Le quatuor à cordes a hésité, puis s'est tu. C'est alors qu'une voix a retenti à travers la pièce. Le général est là. 20 mains se sont levées pour le salut. Et soudain, chacun des 120 invités au mariage de mon frère me fixait droit dans les yeux. Le visage de ma mère s'est vidé de toute couleur. Mon frère Daniel semblait avoir reçu un coup de poing en plein estomac. Et mon père, eh bien, mon père a lâché son verre de vin. Le vin rouge s'est répandu sur la nappe blanche comme du sang versé. Tout cela s'est produit en moins de 10 secondes. 10 secondes qui ont changé à jamais la façon dont ma famille me percevait. Mais la vérité est que ce moment a commencé par un appel téléphonique 3 semaines plus tôt. Première partie, l'appel. 3 semaines avant le mariage de Daniel, j'étais assise sur le porche de ma petite maison à Jacksonville, en Caroline du Nord, à environ 15 minutes de Camp-le-Jeune. C'était la fin du mois de septembre, le genre de soirée en Caroline où l'air retient encore la chaleur de l'été, mais où la brise laisse deviner l'arrivée de l'automne. J'avais un verre de thé glacé sur la table à côté de moi et un bloc-notes jaune rempli de documents de départ à la retraite. Après 32 ans dans le corps des Marines des États-Unis, je me préparais à tirer ma révérence. J'avais dirigé des Marines à travers des tempêtes du désert et dans des endroits que la plupart des Américains ne voudraient jamais voir. Mais la paperasse était peut-être la mission la plus difficile de toutes. C'est là que mon téléphone a sonné. J'ai regardé l'écran et j'ai vu l'identifiant de l'appelant. Maman. Quand on a mon âge et que sa mère frise les 80 ans, on répond au téléphone à chaque fois. On le fait, c'est tout. Salut, maman, ai-je dit. Sa voix est apparue un peu tremblante, comme toujours lorsqu'elle essaie d'avoir l'air joyeuse. Margaret, ma chérie, comment vas-tu? Elle m'appelle toujours Margaret. Les Marines m'appellent Général Carter, mais pour ma mère, je serai toujours Margaret. Ça va? Lui ai-je répondu. Je suis juste submergée par les papiers de la retraite. Eh bien, tu as toujours aimé la paperasse, a-t-elle dit. Cela m'a fait rire. Non, maman, j'aimais que les choses soient faites. Elle a ri doucement. Pendant quelques minutes, nous avons parlé des choses habituelles. Son arthrite, le chien du voisin qui n'arrêtait pas de déterrer son jardin, la vente de pâtisseries de l'église prévue en octobre. Une vie normale, le genre de vie qui me manquait plus souvent que je ne veux l'admettre. Puis sa voix a changé. Elle est devenue plus basse. Margaret, a-t-elle dit lentement. Je voulais te parler du mariage de Daniel. Mon jeune frère Daniel, l'enfant chéri de la famille, celui qui était resté dans l'Ohio, celui qui gérait la quincaillerie de papa, celui qui n'était jamais parti de la maison. Bien sûr, ai-je répondu. J'ai déjà réservé mon vol. Oh, c'est bien, a-t-elle répliqué. Nous sommes tous si impatients que tu viennes. Il y a eu une pause, une longue pause. 32 ans chez les Marines vous apprennent à reconnaître l'hésitation. Quelque chose se préparait. Je me suis adossée à ma chaise. Qu'est-ce qu'il y a, maman? Eh bien, a-t-elle commencé. Une autre pause, puis elle a lâché. Ma chérie, Daniel se demandait si, peut-être, tu pourrais ne pas porter ton uniforme. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Mon uniforme? Oui. Le porche est devenu silencieux, à l'exception du chant des cigales. Pourquoi? Ai-je demandé. Eh bien, a-t-elle repris en étirant le mot. C'est juste que Daniel et Émilie prévoient un mariage très élégant dans un domaine viticole. Il y aura beaucoup d'amis d'Émilie qui viennent de la ville. J'ai attendu. Puis elle a prononcé les mots dont je me souviens encore parfaitement. Il pensait simplement que des soldats pourraient nous mettre les gens mal à l'aise. Soldats. Le mot est resté suspendu dans l'air comme de la fumée. J'ai pris une lente gorgée de mon thé. Maman, ai-je dit avec précaution. Je n'emmène pas une section entière. Elle a essayé de rire, mais cela sonnait nerveux. Bien sûr que non, ma chérie, mais l'uniforme se remarque beaucoup. C'était là, se remarque. Daniel pense qu'une robe classique serait peut-être plus appropriée, a-t-elle ajouté rapidement. J'ai regardé les pins au-delà de mon jardin.
Une robe classique, 32 ans de service, des déploiements au combat, des amis enterrés, le commandement de centaines de Marines, 2 étoiles sur mes épaules, et mon frère pensait que cela pourrait être embarrassant. « Est-ce que c'est Daniel qui a dit ça ?» ai-je demandé calmement. Maman a hésité. Tu sais comment les gens parlent de nos jours. Certains pensent que les trucs militaires sont... Enfin, elle n'a pas fini sa phrase. Elle n'en avait pas besoin. Je l'ai fini pour elle. Embarrassant. Le silence a envahi la ligne. Finalement, elle a soupiré. Il ne veut simplement pas que quoi que ce soit détourne l'attention de la mariée. Je me suis penchée en avant, les coudes sur les genoux. « Maman », ai-je dit doucement, quand Daniel a eu son diplôme de fin d'études, qui a payé pour la fête ? C'est toi, a-t-elle admis. Quand papa a été opéré du cœur, qui a réglé la facture d'hôpital ? C'est toi. Et quand le magasin de Daniel a failli fermer pendant la récession ? Un autre moment de silence. Tu l'as aidé, a-t-elle murmuré. J'ai hoché la tête, même si elle ne pouvait pas me voir. Je n'ai pas fait ces choses en portant une robe. Encore du silence. Puis ma mère a dit quelque chose qui m'a surprise. Margaret, parfois les gens ne comprennent tout simplement pas ta vie. Sa voix n'était pas accusatrice. Elle était fatiguée, vieille et peut-être un peu honteuse. J'ai baissé les yeux vers le bloc-notes sur la table. Mes papiers de retraite, la fin d'une vie que la plupart des gens ne comprennent jamais vraiment. Maman, ai-je dit après un instant, je ne manquerai le mariage de Daniel pour rien au monde. Je le sais, ma chérie. Et je serai respectueuse. Je sais, mais l'uniforme fait partie de ce que je suis. Elle n'a pas répondu tout de suite. Puis elle a dit tout bas, « J'avais peur que tu dises ça. » Nous avons parlé encore quelques minutes après cela, mais la chaleur de la conversation s'était évaporée. Avant de raccrocher, elle a dit doucement, « Nous t'aimons, Margaret. »« Je t'aime aussi, maman. » Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là pendant longtemps. Les cigales continuaient de chanter. Le soleil descendait derrière les arbres, et je pensais à ma famille, au fait qu'après 32 ans, ils ne me connaissaient toujours pas vraiment. Puis je me suis levée, et je suis entrée. Mon uniforme de cérémonie était suspendu dans une housse dans le placard de l'entrée. J'ai ouvert la fermeture éclair lentement. Le bleu de cérémonie des Marines brillait sous la lumière. La veste bleu foncé, les liserés rouges, les rangées de rubans, les médailles polies et brillantes, et sur les épaules, 2 étoiles d'argent. Général de brigade. J'ai passé doucement ma main sur le tissu, puis j'ai souri. « Eh bien, ai-je dit doucement à la maison vide, on dirait que tu vas à un mariage. » Je n'ai pas toujours été le général Carter. Pendant la majeure partie de ma vie, j'étais juste Maggie, la bizarre fille Carter qui ne s'intégrait nulle part. J'ai grandi dans une petite ville près de Dayton, dans l'Ohio, au début des années 70. À l'époque, la ville n'était faite que d'usines, de champs de maïs et de gens qui croyaient que la vie suivait un scénario assez simple. Les garçons grandissaient pour travailler de leurs mains. Les filles grandissaient pour épouser ces garçons. Ma mère enseignait à l'école du dimanche. Mon père possédait une petite quincaillerie sur Main Street. Et mon jeune frère Daniel était la fierté de la famille dès l'instant où il a su lancer une balle de baseball correctement. Moi, je grimpais aux arbres. Je réparais les tondeuses à gazon. Et à l'âge de 12 ans, je pouvais changer l'huile du pick-up de mon père plus vite que la plupart des hommes qui venaient dans sa boutique. Papa ne savait pas trop quoi faire de moi. Un après-midi, quand j'avais environ 14 ans, il m'a trouvée dans le garage en train de démonter un carburateur. Il s'est appuyé contre le cadre de la porte, les bras croisés. « Tu sais, a-t-il dit, la plupart des filles de ton âge apprennent à cuisiner. » J'ai essuyé la graisse sur mes mains avec un chiffon. « Eh bien, lui ai-je répondu, la plupart des filles n'ont probablement pas un carburateur qui a besoin d'être réparé. » Il a secoué la tête, mais j'ai surpris un début de sourire. Pourtant, les choses étaient différentes à l'époque. On n'attendait pas des filles qu'elles dirigent. On n'attendait pas d'elles qu'elles commandent.
et on n'attendait certainement pas d'elle qu'elle rejoigne le corps des marines des États-Unis. La première fois que j'ai dit à ma famille que je pensais à l'armée, j'avais 17 ans. Nous étions assis autour de la table du dîner. Moi, maman, papa et Daniel. Je me souviens du repas exact. Pain de viande, purée de pommes de terre, haricots verts, un dîner normal du Midwest. J'ai parlé à un recruteur des Marines aujourd'hui, ai-je dit. La pièce est devenue silencieuse. Daniel a été le premier à rire. Toi? A-t-il dit. Une marine? Papa a posé sa fourchette lentement. Pourquoi voudrais-tu faire ça? A-t-il demandé. Parce que je veux servir mon pays, ai-je répondu. Maman avait l'air inquiète. Ma chérie, a-t-elle dit, les filles n'ont pas besoin de faire quelque chose comme ça. Moi, si. Papa s'est adossé à sa chaise. Les Marines, c'est pour les hommes, a-t-il dit. Cette phrase a pesé lourd dans la pièce, mais quelque chose en moi avait déjà pris sa décision. 2 ans plus tard, je partais pour l'école des officiers du corps des Marines. Maman a pleuré à l'aéroport. Daniel a plaisanté en disant que je serais de retour dans une semaine. Papa m'a serré la main comme si je partais pour un entretien d'embauche. Mais aucun d'entre eux n'a dit qu'il était fier. Pas à ce moment-là. L'école des officiers à Quantico, en Virginie, a été la chose la plus difficile que j'ai jamais faite. Et je le dis littéralement. L'entraînement physique à lui seul a brisé la moitié des candidats qui se sont présentés. De longues courses dans la boue de Virginie, des parcours d'obstacles, des exercices de leadership où chaque erreur était amplifiée. Et pour une jeune femme à la fin des années 80, il y avait une difficulté supplémentaire. Certaines personnes pensaient que je n'avais pas ma place là-bas. Certains le disaient tout haut. Je me souviens d'un instructeur regardant notre section le premier jour. Il s'est arrêté devant moi. « Vous avez intérêt à être 2 fois meilleur que tous les autres ici, » a-t-il dit, parce que la moitié d'entre eux pensent déjà que vous ne devriez pas y être. Il n'essayait pas de me décourager. Il disait la vérité. Alors, j'ai travaillé 2 fois plus dur, puis 3 fois plus dur. J'ai couru jusqu'à ce que mes poumons me brûlent. J'ai étudié jusqu'à minuit, j'ai dirigé chaque exercice comme si ma carrière en dépendait. Parce que c'était le cas. Le jour où j'ai obtenu mon diplôme de sous-lieutenant dans le corps des Marines des États-Unis, j'ai appelé à la maison. Maman a répondu. « Oh, Margaret, a-t-elle dit. C'est gentil. » Gentil. C'était le mot. Papa a pris le téléphone ensuite. « Bon travail, a-t-il dit. Bref, poli, mais distant. Daniel n'a presque rien dit du tout. « Tu fais toujours ce truc militaire ?» a-t-il demandé. « Oui, lui ai-je répondu. »« D'accord alors, » a-t-il répliqué. La vie a suivi son cours. Tandis que Daniel restait dans l'Ohio et finissait par reprendre la quincaillerie, je passais de base en base. Californie, Okinawa, Caroline du Nord. J'ai été déployée à l'étranger. J'ai appris à diriger des Marines dans des situations où les erreurs pouvaient coûter des vies. Et au fil des années, quelque chose de remarquable s'est produit. Les Marines m'ont fait confiance. Non pas parce que j'étais parfaite, mais parce que je ne leur ai jamais demandé de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. Les promotions se sont enchaînées. Capitaine, major, lieutenant-colonel. Colonel. Chaque fois que j'appelais à la maison pour annoncer la nouvelle, la réaction était toujours à peu près la même. « C'est gentil, Margaret. » La vérité est que ma famille n'a jamais vraiment compris le monde dans lequel je vivais. Pour eux, les Marines étaient quelque chose que l'on voyait à la télévision pendant le 4 juillet. Pour moi, ils étaient ma famille. Le genre de famille que l'on gagne par la sueur, la confiance et parfois la perte. Des années plus tard, quand on m'a épinglé ma première étoile, quelque chose s'est passé qui me reste encore à l'esprit. J'avais invité mes parents à la cérémonie. Maman a dit qu'elle était occupée par des obligations à l'église. Papa a dit que le magasin ne pouvait pas fermer. Daniel a dit que cela semblait trop formel. Ainsi, les seules personnes debout à mes côtés lorsque le général a épinglé cette étoile sur mon épaule étaient des Marines. Des hommes et des femmes de valeur qui avaient servi à mes côtés pendant des années. Après, l'un de mes sergents s'est approché et a dit quelque chose de simple. « Madame,
Votre famille serait fière si elle comprenait ce que vous avez accompli. J'ai hoché la tête. Mais au fond de moi, je savais quelque chose qu'il ignorait. Certaines personnes ne comprennent jamais ce qui se trouve en dehors de leur monde. Et peut-être que c'était acceptable ainsi. J'ai construit ma vie malgré tout. Déploiement après déploiement, commandement après commandement. Finalement, 30 ans ont passé. Et un jour, je me suis tenue dans une pièce remplie d'officiers, pendant que le commandant en chef lui-même épinglait 2 étoiles sur mes épaules. Général de brigade. La première femme de ma petite ville de l'Ohio à atteindre ce rang. Ce soir-là, j'ai appelé ma mère. Elle m'a félicité poliment. Puis, elle m'a demandé si je mangeais assez de légumes. Et c'était tout. Pas de défilé, pas de célébration, juste un autre moment de calme entre deux mondes. En regardant en arrière maintenant, je réalise quelque chose d'important. Ma famille n'a jamais voulu rejeter ma vie. Ils ne pouvaient tout simplement pas l'imaginer. Pour eux, je serais toujours la fille dans le garage avec de la graisse sur les mains, la fille qui n'était pas tout à fait à sa place. Et c'est peut-être pour cela que l'appel téléphonique pour le mariage de Daniel m'a fait plus de mal que prévu. Parce qu'après 32 ans, ils ne me voyaient toujours pas. Mais les Marines, eux, me voyaient. Et comme j'allais bientôt l'apprendre, les 120 invités du mariage en Virginie allaient me voir aussi. Le matin du mariage de Daniel a commencé calmement. Trop calmement, pour être honnête. Je me suis réveillée dans une petite chambre d'hôtel à Charlottesville, en Virginie, juste au moment où le soleil commençait à filtrer à travers les rideaux. Pendant un moment, je suis restée allongée à fixer le plafond, écoutant le bruit lointain de la circulation sur la route. C'était le genre de matin qui aurait dû être joyeux. Mon jeune frère allait se marier, les familles se réunissaient, des photos allaient être prises, des verres de champagne levés. Mais la vérité était que mon estomac était noué par une tension qui n'était pas là la veille. Je suis sortie du lit et je suis allée à la fenêtre. Le ciel était clair, d'un bleu éclatant au-dessus des collines ondulantes et des vignobles. La région viticole de Virginie était devenue un lieu prisé pour les mariages au cours de la dernière décennie. La fiancée de Daniel, Emily, venait d'une famille qui appréciait ce genre d'élégance. Le lieu était un domaine viticole juste à l'extérieur de la ville. Des tentes blanches, des terrasses en pierre, des rangées de vignes s'étendant à travers des champs dorés. Très beau, très raffiné, et apparemment pas le genre d'endroit où un uniforme de marine avait sa place. Je me suis douchée, je me suis rasée soigneusement autour de mes cheveux gris courts, et j'ai préparé une tasse de café. Puis j'ai ouvert le placard. Mon uniforme de cérémonie des Marines était là, exactement comme je l'avais emballé. Pressé, parfait. En attente silencieuse. Je suis restée là un long moment. Il faut comprendre une chose à propos de l'uniforme de cérémonie d'un marine. Ce n'est pas juste un vêtement. Il représente des années de sacrifice, de responsabilité. Chaque ruban sur cette poitrine raconte une histoire, certaines bonnes, d'autres difficiles. Et chaque marine qui le porte comprend que l'uniforme ne lui appartient jamais entièrement. Il appartient au corps et aux marines qui ont servi avant lui. J'ai ouvert lentement la housse. Le tissu bleu profond a capté la lumière du matin, les liserés rouges le long des manches, les rangées de rubans, les métaux polis, et sur les épaules, 2 étoiles d'argent. J'ai passé une main sur la veste, puis j'ai pris une lente inspiration. « Eh bien, général, » me suis-je dit doucement, « allons à ce mariage. » Le vignoble était à environ 20 minutes de l'hôtel. Alors que je roulais sur les routes sinueuses à la sortie de Charlottesville, le paysage était d'un calme presque douloureux. L'automne commençait à toucher les arbres. Les feuilles montraient des reflets orange et rouge le long des collines. Des fermes parsemaient la campagne. Cela me rappelait un peu l'Ohio, un peu la maison. Quand je suis entrée sur le parking en gravier, je pouvais déjà voir les invités arriver. Des voitures de luxe, des gens habillés en costume et en robe de couleur pastel marchant vers le lieu de réception. Je me suis garée vers l'arrière. Pendant un instant, je suis simplement restée assise là, non pas nerveuse, mais consciente. Je suis sortie de la voiture et j'ai ajusté ma veste.
L'uniforme de cérémonie se porte toujours comme une armure, ajustée, structurée, incomparable. J'ai placé ma casquette d'officier sous mon bras et je me suis dirigée vers l'entrée. La salle de réception commençait déjà à se remplir. Un long bâtiment en bois surplombant les vignes, des fleurs blanches décorèrent les tables. Une musique douce flottait dans l'air, provenant d'un petit quatuor à cordes près de l'entrée. Environ 120 invités, exactement comme sur la liste. Des membres de la famille, des amis, les parents d'Emily venus de New York, des associés. Quelques regards curieux m'ont suivi alors que j'entrais. Au début, c'était subtil. Un murmure ici, une pause dans une conversation là. Puis plus de têtes se sont tournées. Les uniformes militaires ont tendance à faire cet effet, surtout un uniforme de cérémonie des Marines, et surtout un uniforme avec 2 étoiles. Au moment où j'ai atteint le centre de la pièce, presque tout le monde m'avait remarqué. Les conversations se sont éteintes. Les murmures sont devenus plus forts. J'ai entendu quelqu'un dire tout bas « Est-ce que c'est un général ?» Une autre voix a répondu « Elle doit être dans l'armée ». À l'autre bout de la pièce, j'ai vu ma mère. Elle se tenait près d'une des tables, discutant avec les parents d'Émilie. Quand elle m'a vue, son visage s'est figé. Pas de la colère, pas exactement, quelque chose de plus proche de la panique. Elle s'est précipitée vers moi. « Margaret », a-t-elle dit à voix basse. « Tu l'as mis ?» J'ai eu un petit sourire. « Oui, maman. » Ses yeux parcoururent la pièce nerveusement. « Eh bien, les gens regardent. » J'ai jeté un coup d'œil autour de moi. « C'est l'habitude, » ai-je dit. Elle a soupiré en baissant la voix. « Daniel ne va pas aimer ça. »« Je n'ai pas fait ça pour Daniel, » ai-je dit doucement. « Je suis venue pour la famille. » Cela a semblé la toucher. Elle n'a pas insisté, mais elle avait l'air inquiète. Puis j'ai vu Daniel. Mon jeune frère se tenait près du bar, discutant avec quelques garçons d'honneur. Quand ses yeux se sont posés sur moi, son expression a changé immédiatement. Surprise, puis irritation, puis autre chose, l'embarras. Il s'est approché rapidement. « Maggie, » a-t-il dit. Sa voix était tendue. « Tu as mis l'uniforme » ? « Oui. » « Je pensais que nous en avions parlé. »« Non, » ai-je répondu calmement. « Maman en a parlé. » Sa mâchoire s'est contractée. « C'est censé être le jour d'Émilie. »« Et ce le sera. » « Tu attires l'attention. » J'ai regardé autour de la pièce. Les invités murmuraient toujours, observaient. « Curieux, Daniel, » ai-je dit doucement. « Je suis juste debout ici. » Il a ouvert la bouche pour répondre. Et c'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. À une table près du mur du fond, un homme a soudainement repoussé sa chaise. Il s'est levé rapidement. Il portait un costume sombre, mais je l'ai reconnu instantanément. Le sergent-chef Ramirez. Avant que Daniel ou moi ne puissions dire quoi que ce soit, un autre homme s'est levé, puis un autre, puis encore un autre. En quelques secondes, 20 Marines dispersés dans la pièce se sont mis debout. Certains étaient des invités, d'autres étaient que des membres de la famille du côté d'Émilie. Certains étaient simplement des vétérans assistant au mariage. Mais chacun d'entre eux a reconnu l'uniforme, a reconnu le grade. Les chaises ont grincé bruyamment sur le plancher de bois. La pièce est devenue silencieuse. Puis une voix a retenti, forte et claire. « Le général est là !» 20 marines se sont figées au garde-à-vous. Leurs mains se sont levées dans un ensemble parfait. Ils saluaient. Toute la salle de mariage s'est figée. Les conversations se sont arrêtées. La musique s'est arrêtée. Même le quatuor à cordes s'est tu. 120 invités se sont tournés pour me regarder. Le visage de Daniel est devenu livide. Ma mère est restée immobile. Et quelque part derrière nous, j'ai entendu le son incomparable d'un verre qui se brise. Mon père venait de lâcher son verre de vin. Et soudain, ma famille me voyait pour la première fois. Pendant quelques secondes, personne dans la pièce n'a bougé. 20 marines au garde-à-vous, bras levés pour le salut. La salle du vignoble était devenue complètement silencieuse. Même le vent à l'extérieur semblait marquer une pause contre les hautes fenêtres qui surplombèrent les rangées de vignes. Je me tenais là, au centre de la pièce,
ma casquette d'officier sous le bras. Pour un marine, des moments comme celui-là ont un certain poids. Pas de la fierté exactement, mais de la responsabilité. Le salut ne m'était pas destiné personnellement. Il était pour le grade, pour l'uniforme, pour chaque marine qu'il avait porté avant moi. Pourtant, je pouvais sentir 120 paires d'yeux fixés sur moi. Le sergent-chef Ramirez était celui qui avait appelé la salle au garde à vous. Il se tenait droit comme un fusil, les yeux devant lui, la main tranchante au bord du front. J'en ai reconnu plusieurs autres aussi. Un sergent d'artillerie de Camp-le-Jeune, 2 capitaines que j'avais conseillés des années plus tôt, un adjudant-chef à la retraite aux cheveux d'argent qui avait autrefois commandé une unité logistique en Afghanistan. Je n'avais aucune idée qu'ils seraient ici, mais les Marines sont une façon d'apparaître là où on les attend le moins. J'ai légèrement déplacé mon poids et j'ai rendu le salut. Repos, ai-je dit calmement. 20 mains se sont abaissées d'un coup. Les Marines se sont détendues et se sont rassis lentement. Le moment avait duré peut-être 10 secondes, mais l'atmosphère dans la pièce était désormais complètement différente. Les invités murmuraient ouvertement. Quelques hommes plus âgés, des vétérans à en juger par leur allure, ont hoché la tête respectueusement vers moi. De l'autre côté de la pièce, mon frère Daniel semblait assommé. Son visage était devenu pâle, exactement comme dans mes souvenirs d'enfance quand il se faisait prendre à faire quelque chose qu'il ne devait pas. Ma mère se tenait à ses côtés, figée sur place. Et mon père? Mon père me regardait comme s'il ne m'avait jamais vu auparavant. Un serveur s'est précipité pour ramasser le verre de vin brisé près de ses pieds. J'ai ajusté ma veste et j'ai marché calmement vers un siège vide près du bord de la salle. La meilleure revanche est souvent silencieuse et la patience faisait partie de mon entraînement depuis 3 décennies. La cérémonie a commencé environ 28 minutes plus tard. Daniel et Émilie ont échangé leurs vœux sous une petite arche en bois à l'extérieur de la salle. Les collines du vignoble ondulaient derrière eux, brillant sous le soleil couchant. C'était un beau mariage. Émilie était radieuse. Daniel avait l'air nerveux. Je me suis assise tranquillement au dernier rang à côté de 2 Marines qui avaient participé au salut plus tôt. L'un d'eux s'est légèrement penché vers moi et a murmuré « Madame, je ne m'attendais pas à vous voir ici. » J'ai souri faiblement. « Moi non plus, capitaine. » Il a ri doucement. « Je suppose que les Marines sont partout. » C'était vrai. Peu importe où vous allez en Amérique, il y a de fortes chances qu'un vétéran se trouve quelque part à proximité. Parfois, ils se reconnaissent sans même se parler. Une posture, une coupe de cheveux, une façon de se tenir. La cérémonie s'est terminée sous les applaudissements. Les invités sont retournés à l'intérieur pour la réception. La musique a repris, le vin a été versé. La conversation a repris lentement, mais le ton avait changé. Les gens ne cessèrent de jeter des coups d'œil vers moi. Pas les regards curieux de tout à l'heure. Quelque chose de différent. Du respect, de la curiosité, peut-être même un peu d'admiration. Un homme aux cheveux gris s'est approché de ma table le premier. Il portait un costume simple et marchait avec la raideur prudente de quelqu'un qui vivait avec de vieilles blessures depuis longtemps. « Excusez-moi, madame », a-t-il dit poliment. « Oui, monsieur. » Il a fait un signe de tête vers mon uniforme. « Vietnam », a-t-il dit doucement. « Première division de cavalerie. » Je me suis levée immédiatement et je lui ai serré la main. « Merci pour votre service. » Il a souri. « On dirait que vous vous en êtes bien sorti, vous aussi. » Nous avons discuté quelques minutes. Puis un autre invité s'est approché, et un autre. Certains étaient en des vétérans, d'autres étaient simplement curieux. Une femme âgée m'a dit que son petit-fils venait de rejoindre les Marines. Un homme plus jeune m'a demandé ce que cela faisait de commander des troupes à l'étranger. Les conversations se sont succédées les unes après les autres. Rien de dramatique, juste des Américains qui discutent. Mais de l'autre côté de la pièce, j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. Mon frère regardait. Chaque fois que quelqu'un s'approchait de ma table, ses yeux le suivaient. Au début, il avait l'air irrité, puis confus, puis pensif. Ma mère était assise à côté de lui murmurant quelque chose de temps en temps. Mon père restait silencieux. Parfois, il me regardait,
puis détournait les yeux comme s'il essayait de reconstituer une histoire qu'il n'avait jamais entendue. Plus tard dans la soirée, l'orchestre a commencé à jouer. Les couples se sont dirigés vers la piste de danse. Les rires ont de nouveau rempli la salle. La tension s'était apaisée. Je suis sortie sur la terrasse pour prendre un peu l'air. L'air du soir était frais. Les rangées de vignes s'étendaient dans la lumière déclinante. Et pendant un instant, je suis simplement restée là à profiter du calme. Puis, j'ai entendu des pas derrière moi. Je me suis retournée. Mon père se tenait sur le pas de la porte. Pendant un long moment, aucun de nous n'a parlé. Finalement, il a marché vers moi. Je ne savais pas, a-t-il dit. Sa voix semblait plus vieille que dans mes souvenirs. Savoir quoi? Ai-je demandé. Que tu étais général? J'ai hoché la tête légèrement. Je vous ai envoyé des lettres. Il s'est frotté l'arrière du cou, maladroitement. Je suppose que je n'ai pas fait attention. Nous sommes restés là à regarder le vignoble. J'ai toujours pensé que l'armée m'avait pris ma fille, a-t-il dit après un instant. Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis, j'ai dit doucement. Elle ne m'a pas prise. Elle a fait de moi ce que je suis. Il a regardé les médailles sur ma poitrine, les rubans, les étoiles. Puis, il a hoché la tête lentement. Je le vois maintenant. À l'intérieur de la salle, les rires s'échappèrent par les portes ouvertes. La musique jouait. La vie continuait. Mais quelque chose entre mon père et moi avait basculé. Et la nuit était loin d'être terminée. La musique s'échappait sur la terrasse, douce et régulière. Un air de jazz lent. Mon père se tenait à mes côtés, les mains posées sur la rambarde en bois. Pendant un moment, aucun de nous n'a rien dit. Cela avait toujours été notre façon de faire. Quand j'étais enfant, mon père n'était pas un homme qui parlait beaucoup. Il travaillait de longues heures à la quincaillerie, rentrait fatigué, dînait et regardait les informations. Il montrait son amour par des gestes concrets. Réparer un vélo cassé, aider pour les devoirs, s'assurer que la maison restait chaude en hiver. Mais les mots n'étaient pas son fort. Finalement, il s'est raclé la gorge. « Alors, depuis combien de temps es-tu général ?» J'ai souri faiblement. « Environ 4 ans. » Il a lâché un sifflement bas. « 4 ans ?» La façon dont il l'a dit m'a appris quelque chose d'important. Ce n'était pas seulement une nouvelle information pour lui. C'était quelque chose qu'il avait complètement occulté. « J'imagine que tu as été occupé, » a-t-il ajouté doucement. « On peut dire ça. » Il a hoché la tête. À l'intérieur, l'orchestre est passé à un air plus vif. Mon père fixait le vignoble qui s'assombrissait. « Tu sais, » a-t-il dit lentement, « quand tu as rejoint les Marines, je n'ai pas compris. » Je me suis appuyée contre la rambarde à côté de lui. La plupart des gens ne comprenaient pas à l'époque. Il a secoué la tête. « Ce n'est pas que je ne te pensais pas capable. » Il a marqué une pause. « Je pensais juste que c'était dangereux. » « C'est juste. » Et je me disais que tu ferais ça quelques années, puis que tu reviendrais à la maison. J'ai souri un peu. Ce n'était pas le plan. Non, a-t-il admis. Je le vois bien maintenant. Nous sommes restés là 1 minute de plus. Puis il a dit quelque chose qui m'a surprise. Je suis fière de toi. 4 mots simples. Mais il portait le poids de 32 ans. Je n'ai pas répondu tout de suite. Au lieu de cela, j'ai juste hoché la tête. Pour les gens de notre génération, parfois, cela suffit. Finalement, nous sommes retournés à l'intérieur. La réception avait atteint ce stade confortable où les gens sont détendus. Les assiettes avaient été débarrassées, les verres étaient remplis, les invités riaient librement. L'atmosphère autour de moi avait complètement changé. Plus tôt dans la soirée, les gens murmuraient à propos de l'uniforme. Maintenant, ils s'approchaient ouvertement. Un couple d'un certain âge m'a arrêté près du buffet. « Mon fils est stationné à Camp Pendleton », a dit l'homme avec fierté. Un autre invité s'est présenté comme un pilote de l'armée de l'air à la retraite. Une femme âgée m'a serré la main et a dit « Mon mari a servi en Corée. Il aurait adoré vous rencontrer. » Chaque conversation était polie, respectueuse, la vie américaine à son meilleur. De l'autre côté de la pièce, j'ai vu Daniel qui regardait encore,
Mais son expression avait changé. Plus tôt, il y avait de l'embarras. Maintenant, c'était plus proche de la confusion. Finalement, il s'est approché. Il est resté là un moment avant de parler. Maggie. Il a regardé mon uniforme, puis les Marines assis à proximité, puis m'a regardé. Tu ne m'as jamais dit que tu étais si haut placé. J'ai essayé, ai-je dit doucement. J'ai envoyé des lettres. Oui, il s'est frotté le front. J'imagine que je ne les ai pas lues très attentivement. Ça arrive. Pendant un instant, il a ressemblé au petit frère dont je me souvenais, l'enfant qui me suivait partout dans le jardin quand nous étions petits. Puis, il a soupiré. Tu as un peu volé la vedette ce soir. J'ai secoué la tête légèrement. Non, Daniel. Je suis juste entré dans la pièce. Il y a réfléchi et, à son crédit, il a hoché la tête lentement. C'est vrai. Émilie nous a rejoints un instant plus tard. Elle avait entendu une partie de la conversation. Margaret, a-t-elle dit chaleureusement. Je veux juste dire que ton uniforme est magnifique. Merci. Mon grand-père a servi pendant la Seconde Guerre mondiale, a-t-elle continué. Il aurait adoré voir ça ce soir. Sa sincérité était évidente, et j'ai réalisé quelque chose d'important à ce moment-là. L'embarras que mon frère craignait ne venait pas des inconnus. Il venait d'un malentendu. Les gens respectent le service lorsqu'ils le reconnaissent. Parfois, ils ont juste besoin d'une chance de le voir. Plus tard dans la soirée, l'orchestre a annoncé les dernières danses. Ma mère est finalement venue s'asseoir à côté de moi. Elle a étudié mon uniforme avec soin. « Tu as l'air très distinguée », a-t-elle dit doucement. « Merci, maman. » Elle a regardé à travers la pièce où les Marines riaient ensemble. Je n'avais pas réalisé qu'il y aurait autant de militaires ici. Les Marines ont tendance à se montrer là où on les attend le moins. Elle a ri doucement. Puis, elle a dit quelque chose de révélateur. « Je suppose que nous n'avons jamais posé assez de questions sur ta vie. »« Non, » ai-je acquiescé doucement. « Vous ne l'avez pas fait. » Elle a regardé la nappe. « Mais nous aurions dû. » J'ai posé ma main sur la sienne. Il n'est jamais trop tard. La nuit s'est terminée comme se terminent souvent les bons mariages américains. De la musique, des rires, des gens qui s'embrassent pour se dire au revoir. Pas de confrontation dramatique, pas de cris, juste de calme prise de conscience se propageant lentement dans une famille qui avait passé des années à mal comprendre l'un des siens. Et au final, c'était suffisant, parce que la vraie revanche n'était pas l'humiliation, c'était la compréhension, et parfois la compréhension prend du temps. Au moment où la réception touchait à sa fin, le vignoble était plongé dans ce genre de soirée paisible que l'on ne remarque vraiment que lorsqu'on a vécu assez longtemps pour l'apprécier. Le ciel au-dessus des collines était devenu d'un violet profond. De petites lumières en guirlande sur la terrasse brillaient chaleureusement au-dessus des invités qui s'attardaient avec leur dernier verre de vin. À l'intérieur, l'orchestre avait rangé ses instruments. Quelques couples parlaient encore près de la piste de danse, mais la plupart des gens commençaient à récupérer leurs manteaux. Les mariages, comme la vie, finissent par se calmer. Je me tenais de nouveau au bord de la terrasse, regardant les rangées sombres de vignes s'étendre au loin. L'air sentait légèrement la terre et les feuilles d'automne. Cela me rappelait les soirées en Ohio quand j'étais jeune. Ces nuits calmes du Midwest où le monde semblait simple. Derrière moi, la porte s'est ouverte doucement. Je n'ai pas eu besoin de me retourner pour savoir qui c'était. Des pas se sont approchés lentement. Mon père s'est de nouveau placé à côté de moi. Pendant quelques secondes, nous sommes restés là, tout simplement. Puis il a parlé. « Tu sais, » a-t-il dit, « j'ai réfléchi à quelque chose ce soir. » J'ai jeté un coup d'œil. « À quoi ?»« À toutes ces années où tu étais parti. » Le mot « parti » a attiré mon attention. « Je n'étais pas parti, » ai-je dit doucement. « Je travaillais. » Il a hoché la tête. « Je le vois maintenant. » Il a appuyé ses coudes sur la rambarde. « J'avais l'habitude de dire aux gens que ma fille était chez les Marines, » a-t-il dit. « Cela ressemble à de la fierté. » Ce n'était pas toujours le cas. J'ai attendu.
Quand tu as quitté la maison, a-t-il continué, je pensais que tu fuyais. Fuyais quoi? La vie que nous avions ici. La petite ville, la quincaillerie, la vie calme et prévisible qu'il avait passé des décennies à construire. Je comprenais cela maintenant, d'une manière que je ne comprenais pas à 20 ans. Je ne fuyais pas, ai-je dit. Je courais vers quelque chose. Il a laissé cette phrase flotter un instant. Tu as toujours été têtu, a-t-il dit. Ça m'a aidé. Il a ri doucement, puis sa voix est devenue plus sérieuse. Ce soir, quand ces marines se sont levées, il s'est arrêté de parler. Quoi donc? Ai-je demandé. J'ai réalisé quelque chose? Quoi? Je n'ai jamais pris la peine de comprendre ce que tu faisais réellement. Cet aveu est resté suspendu entre nous. Tu étais juste ma fille à l'armée. Il a secoué la tête lentement. Mais pour eux, il a fait un signe de tête vers la salle où plusieurs Marines discutaient encore. Tu es leur chef. J'ai hoché la tête. C'est mon travail. Il a pris une longue inspiration. J'aurais dû être plus attentif. Puis il s'est tourné complètement vers moi. La lumière de la terrasse se reflétait dans ses yeux. Margaret, a-t-il dit, je te dois des excuses. Je ne l'ai pas interrompu. J'ai passé des années à penser que les Marines t'avaient enlevé à notre famille. Il a marqué une pause. Mais ce soir, j'ai réalisé quelque chose. Quoi? Ils ne t'ont pas prise. Ils t'ont fait confiance. C'était la première fois qu'il disait quelque chose comme ça. Et venant d'un homme de sa génération, un homme qui avait grandi dans les années 40, qui croyait au travail silencieux et aux vies modestes, cela signifiait plus que je ne l'aurais cru. Tu m'as élevé pour que je travaille dur, ai-je dit. Tu m'as appris ça. Il a secoué la tête légèrement. Je t'ai appris à tenir une quincaillerie. Tu m'as appris la responsabilité. Cela a semblé le toucher. Puis, il a ajouté, « Ta mère était inquiète ce soir. Elle pensait que les gens fixeraient du regard. Ils l'ont fait, mais pas de la manière qu'elle attendait. » Non, a-t-il convenu. Nous avons tous les deux souri. La vérité est que la soirée avait changé plus que quelques perceptions. Elle avait déplacé quelque chose au sein de ma famille. Pas de manière spectaculaire, pas comme dans les films. La vraie vie fonctionne rarement ainsi. Mais quelque chose de petit avait commencé à grandir. Du respect, de la compréhension, peut-être même de la fierté. Après un moment, mon père a tendu la main et a doucement tapoté les 2 étoiles sur mon épaule. Ça signifie quelque chose, n'est-ce pas? Oui. Difficile à obtenir? Très. Il a hoché la tête lentement. Eh bien, j'imagine que notre petite ville a produit un général. J'ai ri doucement. On dirait bien. À l'intérieur, la voix de Daniel a soudainement résonné par la porte ouverte. Maggie. Je me suis retournée. Il se tenait près de l'entrée, veste enlevée, cravate desserrée, l'air beaucoup plus détendu qu'auparavant. « Qu'est-ce qu'il y a » ai-je lancé. Il s'est approché avec Émilie. « Émilie et moi pensions, a-t-il dit avant que tout le monde ne parte, que tu pourrais peut-être prendre une photo avec nous. » Une photo? Avec l'uniforme? Émilie a ajouté « Tu es incroyable. » Daniel a hoché la tête. Et honnêtement, ça ferait une superbe photo de mariage. Je l'ai observé une seconde. Plus tôt dans la soirée, il craignait que l'uniforme n'embarrasse la famille. Maintenant, il le voulait dans l'album de mariage. Les gens évoluent. Parfois, ils ont juste besoin d'un peu de temps. D'accord, ai-je dit. Nous sommes entrés, et la photographe nous a rapidement réunis près des grandes fenêtres. Daniel d'un côté, Émilie de l'autre. Mes parents nous ont rejoints. La photographe a ajusté l'appareil. « Très bien, tout le monde », a-t-elle dit. Un grand sourire. Au moment où le flash s'est déclenché, mon père s'est penché plus près et a murmuré quelque chose que je n'oublierai jamais. « Ta mère va accrocher celle-là dans le salon. » Pour la première fois en 32 ans, j'ai eu l'impression de rentrer à la maison. 8 ans ont passé depuis ce mariage à Charlottesville. Le temps s'écoule différemment une fois passé 60 ans. Les années ne ressemblent plus à de longues étendues devant soi.
Elles commencent à ressembler à des pages déjà écrites dans un livre que l'on a fini de vivre. Aujourd'hui, mes matinées sont plus calmes. J'ai pris ma retraite du corps des Marines, l'année suivant le mariage de Daniel. 33 ans de service, c'était suffisant pour n'importe quelle marine, et je savais qu'il était temps de passer la main à la génération suivante. Ma maison est toujours à Jacksonville, en Caroline du Nord, non loin de Camp-le-Jeune. Les vieilles habitudes ont la vie dure. J'aime entendre le son lointain des hélicoptères certains matins. Cela me rappelle que le corps continue d'avancer, même quand nous nous retirons. Ma maison est petite et simple. Un porche avec 2 fauteuils à bascule, un petit drapeau américain près des marches et un jardin que j'ai enfin le temps de cultiver. Des tomates en été, du chou vert en automne. Des choses pour lesquelles je n'ai jamais eu le temps quand ma vie se mesurait en déploiement et en ordre d'opération. Mais la retraite ne signifie pas disparaître. Loin de là. Quelques mois après avoir quitté le service actif, une jeune lieutenante des Marines m'a invitée à parler lors d'un séminaire sur le leadership à Camp-le-Jeune. Je me souviens m'être tenue devant cette salle remplie de jeunes officiers, la plupart ayant à peine 30 ans, regardant des visages pleins de la même détermination que celle que je portais autrefois. Ils ont posé des questions sur la stratégie, sur le commandement au combat, sur les promotions. Mais finalement, un jeune lieutenant a levé la main et a posé une question différente. Madame, comment gérez-vous les gens qui ne comprennent pas votre engagement? La pièce est devenue silencieuse et j'ai repensé à ce mariage dans le vignoble, à la voix inquiète de ma mère au téléphone, à l'expression embarrassée de Daniel quand je suis entrée dans la pièce, aux 20 marines se levant d'un seul coup. J'ai donné au lieutenant une réponse simple. Vivez votre vie avec honneur, ai-je dit, et fini par se voir. Tout le monde ne comprendra pas votre chemin tout de suite, mais l'intégrité finit toujours par se révéler avec le temps. Cette leçon est devenue une partie intégrante de ma vie. Après ma retraite, j'ai commencé à conseiller de jeunes Marines, à m'exprimer lors d'événements pour les vétérans, à visiter des lycées où des élèves envisagèrent de s'engager. Parfois, je rencontre des jeunes femmes qui me rappellent la fille que j'étais autrefois, celle qui se tenait dans un garage en Ohio, de la graisse sur les mains et de grands rêves que personne ne comprenait vraiment. Quand elles demandent si la route est difficile, je leur dis toujours la vérité. Oui, mais les routes difficiles sont souvent les seules qui valent la peine d'être parcourues. Ma famille a changé, elle aussi. Pas du jour au lendemain. Le vrai changement arrive rarement ainsi, mais lentement, régulièrement. Mon père a commencé à poser plus de questions sur ma carrière, le genre de questions qu'il aurait probablement dû poser des années plus tôt. Quel a été ton déploiement le plus difficile? Combien de Marines as-tu commandé? Que fait réellement un général au quotidien? Il écoute attentivement maintenant. Parfois, il note même des choses dans un petit carnet qu'il garde près de son fauteuil. Ma mère, quant à elle, s'est découvert un nouveau talent, la vantardise. Elle le fait constamment à l'église, à l'épicerie, chez le médecin. Saviez-vous que ma fille était générale chez les Marines? Dit-elle à quiconque veut bien l'écouter. La première fois qu'elle a dit ça devant moi, j'ai failli m'étouffer avec mon café. Daniel en rit aujourd'hui, et Daniel lui-même a changé plus que quiconque. 1 an après le mariage, il a commencé à faire du bénévolat pour une organisation locale de soutien aux vétérans dans l'Ohio, aidant les anciens avec les réparations domestiques, réparant des toits, construisant des rampes pour fauteuils roulants. Il s'avère que l'enfant chéri de la famille avait un grand cœur depuis le début. Émilie dit que ce mariage a changé sa façon de percevoir l'engagement. Peut-être. Parfois, un seul moment suffit pour changer la perspective d'une personne. De nos jours, quand je vais dans l'Ohio, le salon de mes parents a une nouvelle décoration sur le mur. Une photo encadrée, prise par une photographe de mariage en Virginie. Daniel et Émilie se tiennent au centre, souriant. Ma mère et mon père à leur côté. Et je suis là, moi aussi, fière dans mon uniforme de cérémonie, 2 étoiles sur mes épaules. Les collines du vignoble derrière nous brillent dans la lumière du soir. Cette photo est accrochée juste au-dessus de la cheminée. Mon père m'a dit récemment que c'était la première chose que les visiteurs remarquaient en entrant. Et chaque fois que quelqu'un pose une question, ma mère prononce fièrement les mêmes mots.
c'est notre fille. Pendant longtemps, j'ai cru que le respect devait être exigé, gagné par les accomplissements, par le grade, par la reconnaissance. Mais là, je vous apprends quelque chose de différent. Les plus grandes victoires dans la vie ne sont pas bruyantes. Elles sont silencieuses. Ce sont ces moments lents où la compréhension remplace le jugement, quand les familles finissent par se voir clairement. Ce jour de mariage n'a humilié personne, il a simplement révélé la vérité. Servir son pays n'est jamais embarrassant, c'est honorable. Et parfois, la meilleure des revanches n'est pas une revanche du tout. C'est de la patience, c'est de la dignité. C'est mener une vie si pleine d'intégrité que même les personnes qui doutaient de vous finissent par dire « Nous sommes fiers de toi ». Si cette histoire vous a rappelé quelqu'un qui a servi, ou quelqu'un dans votre propre famille qui a suivi un chemin que les autres ne comprenaient pas, prenez un moment aujourd'hui pour lui dire que vous êtes fier de lui. Ces mots comptent plus que vous ne l'imaginez, car chaque vie recèle une histoire qui mérite d'être racontée. Et parfois, les victoires les plus discrètes sont celles qui durent le plus longtemps. You gotta ask permission, exactly. It's more so that if you don't know what it is, if you're unsure about what it is, don't put it in your mouth. That's the message. Anti-church. We'll both be streaming at the same time, Grant. And it's like, oh, come here if you wanna, you know, praise Jesus and God. And you're like the opposite. Come here to the rave. Damn. Wait, did I turn my volume in this game back on? Yeah, I did. Just making sure. One of your that's not fair though. Like, obviously everyone's gonna want to go to the rave. It's not. Like I'll be live singing Hallelujah, and you'll be live doing your oots oots oots. Have you ever heard of? No, Nathan. I've never heard of that. Guys, next Cyberpunk stream, I gotta bring out the glow sticks. You guys are gonna have to remind me. That's what, Saturday? Yeah, Saturday. We're gonna find a club in Cyberpunk, and I'm gonna bring out the glow sticks.
Oh my god. Praise God, drop the beat. Oh my god, we need to find like do you think there's like a church song? A remix of it? Do you think anyone has ever done that? Like is someone's gotta find a church song that they remix on YouTube or something. Surely there's gotta be one. Like, do you think there's a remix version of Children of the Light? Like a DJ remix? Mega churches? Wait, that's a thing? What's mega churches? No, I don't. I don't know what that is. Guys, I live under a rock, okay? I don't know anything. You know, I will say, I've always wanted to go to a black church because they always look like they're having such a good time. Like, it looks, the way they just like rejoice together and sing, their choir goes crazy. I'm not gonna even lie, their choir goes so hard. And it makes it look like they're having so much fun. Yeah, they look like they're having so much fun. Like, all the churches that I've been to are like so... They're just not as interesting. I do too. I think churches are like beautiful. Like, I love the architecture of what churches look like. Quaker? What are Quaker churches? Like, when you say Quaker, I think of like Quaker Oat. You know, like the white wig, like Benjamin Franklin kind of hairstyle, or George Washington. I said Benjamin Franklin. I meant George Washington. Yeah, like whenever I hear people say Quaker or see Quaker, I just think of Quaker Oats, like the oatmeal brand. Did he? He did have the same hairstyle, didn't he? Okay. Hi, Cheery! What's up, Cheery? How are you feeling today? Are you still sore from your squats? For asking questions? Like, wait, what? Seems problematic. You're not allowed to ask questions? That's strange.
Question the okay, yeah, that makes sense. Wait, are you working today, Cheery? What level am I? Holy shit. Do you think I'm ready? Oh, you know what? I'm gonna go back there and see. Hell yeah. I hope the last hour or so goes smoothly. Hi, Jer. I'm doing alright. How are you? We've just been grinding in... Like, that's all we've been doing today, actually. It's just grinding. Welcome home, good hunter. Welcome in. Thank you so much for the follow. Welcome. Oh.